C'est encore un succès. Ça a commencé bien et ça continue bien et nous pensons très bien que nous allons terminer en beauté. Ce sommet est très bien organisé. Les discussions sont intéressantes. Je crois que c'est un moment important pour la francophonie, pour la RDC également. C'est une grande organisation et nous sommes très heureux de participer à ce sommet, surtout à Kinshasa. Au commencement était l'envie du président Mobutu, l'envie d'organiser le sommet de la francophonie en République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre. C'est en 1989 que pour la première fois, le Zaïre a fait la demande d'abriter un sommet des pays francophones sur son territoire. Un vœu exaucé 2 ans plus tard, même si à cause de l'instabilité politique au pays, le sommet sera délocalisé pour Paris. Treize ans après, les choses ayant considérablement évolué, notamment dans le sens de la démocratie et la bonne gouvernance, le pays est dirigé par un président démocratiquement élu 2 ans plus tôt, réactualise la demande le 2 février 2004. Au 13e sommet, prévu initialement à Antananarivo, capitale malgache, et délocalisé à Montreux en Suisse, la confirmation est donnée. C'est Kinshasa qui est choisi. Je dis encore merci à tous les pays, tous les États membres de la francophonie pour avoir porté le choix sur la République démocratique du Congo pour l'organisation du prochain sommet, le 14e, à Kinshasa. Ça a toujours été le souhait et la volonté du peuple congolais depuis 1990. Aujourd'hui, c'est chose faite. C'est alors qu'est lancé le challenge. Tout de suite, il faille s'élancer dans le travail de préparation pour que Kinshasa soit à la hauteur des attentes. Le pessimisme était ambiant au pays comme dans la diaspora congolaise et ailleurs. Mais en face, une détermination qui n'a pas encore dit son dernier mot. Kinshasa y tenait. Les réunions se multiplient, les contacts aussi, à l'interne comme à l'externe, avec comme métronome le président Kabila et son gouvernement. Et à 18 mois du rendez-vous d'octobre 2012, est mis au point le CNO, Comité national d'organisation du 14e sommet, composé du comité de pilotage chapeauté par Raymond Chibanda, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie. Aux côtés de cette équipe, 2 personnalités importantes, Isabelle Tchombe, représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie, et le délégué général à cette instance, Didier Mwewa. Tout en étant dans l'organisation nationale, à savoir les structures d'accueil, etc., j'étais aussi dans l'organisation sur le plan institutionnel de la francophonie. Parce que, comme il faut un contenu, à la sortie de chaque sommet, il y a une déclaration du sommet, il y a des résolutions qui sont prises par les chefs de l'État, et pendant le sommet, il y a des thématiques sur lesquelles discutent les chefs d'État en huis clos. Et là était ma tâche. Le comité exécutif, dirigé par le professeur historien Isidore Dayouel et ses collaborateurs, Kazadine Tolé, commissaire général adjoint chargé de la planification et suivi, et François Mingoubou, chargé de l'administration et finances. Cette organisation a été mise en place le mois de juin 2011. Donc à partir de là, voilà comment est-ce que nous avons pu fonctionner jusqu'à ce jour.
Les commissions constituées, dotées des missions spécifiques et précises, il s'ensuit une avalanche de séances de travail avec toutes comme résultat attendu la réussite du sommet. Ma tâche, oui, c'était une tâche d'abord de coordination générale et aussi la tâche essentiellement de vision d'ensemble et aussi une tâche non négligeable, c'est la cohésion de l'ensemble des équipes. Nous avons eu comme base un document qui s'appelle Prérequis techniques et matériels pour l'organisation d'un sommet de la francophonie, qui nous a été soumis par l'Organisation internationale de la francophonie en juillet l'année dernière. Donc c'est sur la base de ce document qui fixe des standards pour l'organisation d'un sommet de la francophonie que nous-mêmes, nous avons fait notre propre planification de travail. Selon leurs secteurs respectifs, les présidents des commissions organisent des rencontres avec leurs partenaires et tous les acteurs actifs au 14e sommet. Parallèlement au travail intense des commissions, les gouvernements central et provincial mettent le paquet pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Lorsque les fonds ont été mis à disposition, bien sûr, nous reconnaissons que assez tardivement, nous avons mis les bouchées doubles pour essayer de rattraper le retard qu'on avait accusé. Les travaux de modernisation de la ville haute, entamés depuis les élections de 2006, à l'issue desquelles Joseph Kabila a été élu président, vont prendre des allures vertigineuses. Avec un bel élan, plus l'on s'approche du rendez-vous, plus Kinshasa retrouve sa splendeur et sa beauté. Le 31 janvier 2012, le CNO présente officiellement le logo du 14e sommet. Une œuvre d'art produite par une jeune femme pas formée dans un quelconque centre de formation d'artistes. C'est à la maison qu'elle a eu l'inspiration de ce logo, tout aussi original. Quelques mois après, le 20 mars de la même année, à l'occasion de la Journée mondiale de la francophonie, le Comité national d'organisation pose le deuxième acte significatif au Grand Hôtel Kinshasa. La présentation et le lancement du site officiel du 14e sommet, le www.francophoniekinshasa2012.cd. Et c'était ainsi parti. L'idéal passe au concret. Le point de non-retour est franchi. Le processus pour dissiper tout doute et pessimisme est enclenché. Un jour après, le 21 mars, un autre acte. Le lancement des activités d'accompagnement de la francophonie à Kinshasa, au Théâtre de Verdure. Dans cette soirée mémorable du 21 mars, nous avions présenté à l'opinion publique nationale et internationale l'hymne de la francophonie. Et à cette occasion-là, nous avions donné un avant-goût des spectacles qui vont jalonner, qui vont agrémenter le sommet. À l'occasion, le CNO réaffirme sa volonté et sa détermination pour un sommet réussi. Le même jour était présenté l'hymne choisi pour le 14e sommet. Le décompte avait commencé, le temps avançait. Le temps contre qui se sont dressées les équipes d'ouvriers sur les routes, les lieux d'hébergement et autres sites retenus pour les activités en marge du 14e sommet de la francophonie. Le palais du peuple retenu pour le sommet des chefs d'État subit une profonde métamorphose. Le village de la francophonie prend petit à petit forme. La cité de l'Union africaine
est revisité alors que le fleuve Congo Hôtel rentre dans le standard de grands hôtels à l'échelle internationale. Les travaux de réfection sont tous azimuts, mais il faille s'occuper aussi de l'assainissement de la ville haute Kinshasa-la-Belle. Donc tous les acteurs qui étaient considérés comme étant en parcours présidentiel, nous avions eu à faire des travaux de pointe-temps et de réhabilitation dans certaines sections. Le gouvernement central lance alors l'opération Kin-Pro. Dans l'entretemps, les délégations étrangères multiplient le déplacement de Kinshasa pour se rassurer que les préparatifs évoluaient dans le bon sens. Nous avons reçu d'abord très régulièrement les déclarations de l'OIF, c'est-à-dire le bureau de Paris, de l'Organisation internationale de la francophonie, qui était un peu, je dirais, nos pendants au niveau de Paris. Communication avec responsable communication, logistique, intendance, voilà, protocole, tous ces chiffres pour nous permettre à la fois de respecter les prérequis, mais aussi de mesurer nos performances. Malgré que d'intenses efforts fussent sollicités dans l'Est de la République, suite à une guerre injuste soutenue de l'extérieur, Kinshasa arrivait à rassurer les uns et les autres membres des délégations de l'administration et des membres de l'OIF. Les travaux avançaient dans le bon sens, c'était l'unanimité. Vraiment, je suis très satisfaite. Je suis impressionnée du travail qui a été accompli et je vois la motivation des équipes et aussi des équipes qui positivent énormément. Les réunions sur les questions de sécurité se multiplient, le service protocole est remis à niveau, les communicateurs sont sensibilisés, la machine est en marche. Mais le temps passe vite et pour en avoir le cœur net, le chef de l'État descend régulièrement sur le terrain. Le terrain où des échos sont bons au fur et à mesure. À quelques jours du sommet, Kinshasa scintille d'un éclat digne d'une ville moderne. Les sites choisis pour les événements et l'infrastructure hôtelière sont complètement redorés. Le Palais du Peuple bénéficie d'un centre de presse équipé de matériel professionnel mis au profit des journalistes et une grosse tente qui a servi de lieu de repos et de restauration. Le centre de presse, c'est une première en Afrique d'avoir d'abord un investissement d'une telle infrastructure immense, intégrée, avec 6 stations, 3 stations radio, 3 stations télévision, avec 6 bancs de montage, avec la possibilité d'avoir un serveur qui disponibilisait les images et les sons pour l'ensemble de presse, avec un point de presse à l'intérieur, avec 4 chaînes internationales intégrées, avec une salle de consultation informatique de plus de 250 machines. Ça, c'est une première en Afrique centrale, avec une capacité d'Internet de plus de 80 mégas. On pouvait monter les images, les sons sans problème. C'est la première fois en Afrique centrale ou en Afrique tout court qu'on puisse avoir un centre de presse d'une telle capacité. Le stade de martyrs de Kinshasa, la cité de l'OUA entièrement enjolivée pour le 14e sommet. Tout est presque fait, Kinshasa attend. Jour J-4, Abdou Diouf arrive à Kinshasa, lui et toute sa délégation. Le secrétaire général de l'OIF trouve une ville transformée. La beauté du village de la francophonie, lieu d'échange scientifique et culturel, était invraisemblable. Il y a eu finalement ce village de la francophonie qui a été une sorte de consécration de la francophonie populaire. Nous avons été honorés de la présence de toutes les autorités, non seulement de l'OIF, Abdou Diouf, Clément Duhem, mais aussi des autorités politiques nationales. Nous avons eu l'honneur d'accueillir le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée et leurs collaborateurs. Donc je pense que ça a donné le ton. 12 octobre, date de la venue des chefs d'État et de gouvernement. L'aéroport de Njili accueille les officiels,
dont la plupart sont reçus par le Premier ministre Matata Ponyo et le président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou.